Et voici ma première récolte de rhubarbe. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les fils et la congeler et faire une tarte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 11 juillet. Il est 17h39. Je vous reprends très tard dans la journée. Je vais continuer l'orignal de Noël de Panana. Voilà, donc je vais faire ça. J'en suis là, voilà, et normalement ça doit donner ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché. Donc c'est parti pour aujourd'hui, je vais faire un peu de ça. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est dimanche 13 juillet. On est bientôt au milieu du mois. Oh, l'été passe à une folie. Je vous reviens vers vous parce que j'ai terminé ce matin en rentrant à la maison en livre audio. Les 7 sœurs, le tome 3, la sœur de l'ombre. On suit Star. Voilà, je vous en avais déjà parlé. C'était très bien et j'ai mis sur mon téléphone le tome 4 qui sera sur Sissi. Ensuite, je continue Anne et la maison Pignon Vert. Donc c'est le tome 5 aussi, c'est Anne et sa maison de rêve. J'en suis presque à la fin, là j'en suis à 207 au chapitre 24 et il y en a 329, voilà, il me reste plus que ça à lire. Voilà, j'espère le terminer aujourd'hui. Oh, c'est faisable, c'est faisable. Là je suis en train de préparer une vidéo sur YouTube, enfin sur mon logiciel. On n'a toujours pas internet, hein. Voilà, donc lundi j'appelle parce que là ça devient vraiment n'importe quoi. Quand on paye un gros forfait, en plus nous on est à DSL, on n'est même pas à la fibre, donc on paye presque 47 € par mois et on n'a même pas internet, ça me saoule. Ça me saoule. Là j'essaie d'ouvrir mon ordinateur quand même. Voilà, mais voilà, on n'a pas internet. Bon, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, je monte mes vidéos ici et après je les upload à mon travail. C'est beaucoup plus rapide. En 10 minutes c'est fait, alors qu'ici je n'y arrive pas. Bref, que voulez-vous? Allez, j'ai un tout petit peu brodé, mais pas grand chose. Donc voilà, j'ai rien à vous montrer parce que j'ai vraiment presque pas grand fait. Presque. Je n'ai vraiment rien fait. Voilà. J'ai fait que quelques petites croix. Donc là, il est 16h20. Je vais en faire un petit peu le temps que je fasse du montage en même temps. Voilà, je vais faire ça. Bon, et bien je vous dis sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi 17 juillet, je vais dire août, mais non, 17 juillet. Je vous retrouve pour un petit unboxing et un petit point lecture. Alors, j'ai commandé sur AliExpress des petites choses. Tout d'abord, un joli tissu. Voilà, je voulais tester des tissus fleurs parce que celui que j'avais voilà, n'y existe plus, donc très intéressant. Voilà un petit tissu. Ensuite, j'ai commandé un assortiment de petits boutons pression en plastique. Voilà, j'en ai toutes les couleurs. J'ai du rouge, là j'ai du mauve, du rose. Je les ai pas tous déballés encore. Encore différents mauves, j'ai du vert. Voilà, je me suis pris une petite panoplie de différentes couleurs parce que j'avais acheté un lot dans une petite boîte où il y a plein de couleurs. Mais je les ai tous, presque tous utilisés. Enfin, les couleurs qui m'intéressent sont toutes utilisées. Ensuite, des petites cartes merci en français, parce qu'on en trouve souvent, mais en anglais, pour dire merci à mes petites commandes, voilà, mes clients. Et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un DP. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Alors, hop. C'est un 50 par 70. J'ai pris celui-ci. Il est trop beau. Bon, j'ai plus qu'à vérifier. J'ai pas encore vérifié les couleurs. Il y en a 44. Elles sont toutes là. Voilà. Il faut que je vérifie aussi la toile. Donc je vais faire ça après. La toile est là. Voilà. Je vais la déballer après. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte de le commencer. J'ai un petit kit, comme d'habitude. Voilà.
Et c'est parfait, je suis trop contente. Et ensuite, je me suis offert un point de croix aussi. Alors, c'est Dream Pattern de Cross Stitch. Et c'est un calendrier de l'Avent. Hop, c'est un 18 comptes. Alors, je voulais tester parce que je n'ai encore jamais testé de toile 18 comptes. Et c'est un calendrier comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est un petit calendrier. Il est parfait. J'ai la toile. Alors en taille, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un 34 par 61 cm. Donc c'est une toile marron clair. Voilà, comme ceci. Et j'ai tous les fils qui sont là. Oh, c'est trop beau. Alors du blanc bien sûr, voilà. Et du rouge. Trop beau. Et du vert bien évidemment, il y a du orange. Oh, j'ai trop hâte de le commencer. Trop hâte de le commencer. Donc là je vais vérifier aussi si j'ai bien toutes mes couleurs. J'ai les instructions. Ah, j'ai pas vu si j'avais une... Si, elles sont toutes les deux là. Des petites aiguilles pour broder bien évidemment. Ah, elles sont toutes fines celles-ci. Ah ben oui, parce que les autres que j'ai pour ma toile, mais par exemple pour la toile que je suis en train de faire du Rennes, là. Hop. Lui, c'était un... c'était un quoi? Mon petit Rennes. Celui-ci là. Ah! Voilà. C'était un petit navire. Oh, je sais plus quelle toile. La taille de la toile. Est-ce que j'ai noté sur ma petite feuille quelque part? Non, pourquoi? Où est-ce que je l'ai mise ma feuille? Je sais pas. C'est pas noté dessus ce que c'est comme toile? Un kit de point de croix, oui, ça j'ai bien vu, hein. Et pourquoi j'ai pas ma feuille? Ah, j'ai pas fait de fiche sur celui-ci. Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que la toile était un peu plus grosse. Et quoique pas forcément. C'est parfait. Bon, voilà. L'aiguille était plus grosse en tout cas pour celui-ci. Je suis trop contente. Hâte de débuter. Bien évidemment, ce sera pour décembre. Car j'ai bien l'intention de faire mes calendriers de l'Avent. Cette année. Sachant que j'aurai pas les enfants à la maison. Donc, enfin pour Noël si, mais pas pour le calendrier de l'Avent. Ils nous ont même fait une démarcation. Là, ils nous ont coupé la toile. Hop, je sais pas si vous voyez bien avec le fil, mais ils nous ont coupé la toile. Bon, parfait. Allez, je vais m'occuper de ça. Ensuite, j'ai terminé Lucie Maud Montgomery. Donc, c'est Anne et sa maison de rêve. C'est le tome 5. Anne et Gilbert vont sur l'île du Prince Édouard et bon, ben, ils vont louer leur première petite maison. Voilà, il va y avoir des moments heureux, des moments douloureux et c'est magnifique. J'adore toujours autant Anne. Et du coup, avec Émilie, on enchaîne sur le tome 6 d'Abigail, messagère des anges de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, c'est le dernier tome. Enfin, nous allons savoir la fin et on est à l'aube de l'été 48. La guerre continue, comme d'habitude, donc ça va être trop cool. On va finir. Ah, j'adore l'auteur des livres. Voilà, en lecture audio, j'ai commencé Les 7 sœurs, le tome 4. La sœur à la perle de Lucinda Riley. Voilà, j'en suis au chapitre 6. Nous allons suivre Sissi. On l'avait rencontrée avec Star. Qui va en Australie sur la trace de ses parents, de sa famille.
Là pour le moment elle est sur une île où elle avait passé un merveilleux Noël, l'année d'avant, avec sa sœur Star. Elle va rencontrer un homme énigmatique que personne qui se cache des habitants de cette île. Il est dans une grosse villa, voilà, il est un peu caché tout ça, et elle va le rencontrer parce que elle va se faire... en fait elle y va en mode maraudeuse avec son sac à dos, etc. Et elle rencontre d'autres amis qu'elle avait rencontrés la dernière fois, et elle veut dormir à l'hôtel, sauf que c'est plein, et elle n'a pas de chambre, donc elle va dormir sur la plage, ça la dérange pas du tout, elle adore ça, et en fait elle va se faire jeter un petit peu de la plage où elle est par des gardes du corps, et il s'avère que c'est... la plage de là où est ce monsieur qu'elle a rencontré plusieurs fois au petit matin ou au coucher de soleil sur la plage, et il va lui demander que si, voilà, si elle veut, il a une grande maison, elle peut dormir là, il n'y a pas de souci. Alors je sais pas s'il est si vieux que ça par rapport à elle. Je sais qu'il a une, voilà, il est barbu, il a les cheveux un peu longs je crois, donc il est un peu négligé on va dire, mais ça veut pas dire qu'il soit vieux. Voilà. Au début c'est ce que je me suis dit et en fait non. De ce qu'on découvre, non, il n'est pas si vieux que ça. Et voilà, donc j'en suis là pour le moment. Allez, sur ce, je vais ranger mon bazar, je vais vérifier mon point de croix et surtout mon DP. Il est trop beau. Oh, il est magnifique, les couleurs sont trop belles, je suis trop contente. Je sais pas s'il a des couleurs spécifiques, mais franchement, il est trop beau. Je pense que je le commencerai cet automne. Parce que franchement, ça fait automne, hein. Regardez. Ça fait style steampunk, j'adore. Voilà, il est magnifique. Allez, sur ce, je vais vérifier ça. Et bien, on se retrouve samedi, c'est sûr, parce que nous allons au parc du Bourna, toute la famille. On emmène le pique-nique. Et j'espère qu'on va apprécier, parce qu'on ne connaît pas du tout. On n'y a jamais été. Donc j'ai les places qui sont là, voilà. Donc j'ai hâte de préparer ça. Allez, sur ce, c'est vrai, je vous laisse tranquille et je vous retrouve plus tard. Après, il y a une roulotte. Là, c'est à l'assiette. Vous avez... Le chien du berger. Si, dis-moi. Moi, je vais le à droite, les petits, à droite. Oui, c'est ça. Bah alors Maëlie, t'as pas étudié les tracteurs? Ah non, elle n'a pas étudié les tracteurs. Elle les a conduits. C'est un poli, j'ai gagné. Est-ce que je peux obliger chez Papy Raymond? Oh. Le pire qui sonne. Ah ouais, putain, j'ai vu ça sur Facebook. Au garage, aller faire réparer la voiture. C'est du
du bac ou pas? On va aller voir. Ils sont tellement bruyantes que si tu avais des jets de fumée sur les... Ça doit pas être très propre alors. Michelin. Le jouet de Sophia. Allez, voyons voir ça. Bonjour. Moi, je fais la lipo de poste. S'il te plaît.
Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite. Il y a une hirondelle dedans. Hop là, elle s'est cognée la pauvre. Il a failli la prendre dans les cheveux. Oh, bah dans les choses, c'est pas grave. Bah, c'est la chambre à Enola. Hein. Son petit lavabo, sa petite taille, son petit lit. Ouais, pas de farine. Regarde chérie, ils ont le petit... Ils ont la marmite là. Tu sais que c'est celui qu'on a, il était comme ça. Il était surpris. Ah oui? Ouais. C'est mon papa qui a coupé les cheveux. Ah, c'est son truc pour mettre. C'est pareil, non? Oui, oui, toujours. Sauf que là, on est en plein milieu, donc on doit l'assembler, ça va être compliqué. Donc normalement, on en récupère mardi. Là. J'étais dedans. Bah, oui. Où Maëlie? Dedans. J'étais dedans. Oui, là, il me reste que des bouts de sac de ce qu'on a fait la dernière fois, là, où on a rempli complètement. Là, tu vois les différentes farines qu'on a en fonction des tamis. Donc la plus blanche, la semi-complète, la complète. Et là, au départ, c'est le grain qu'on écrase. Le blé. Bonjour. Bonjour. Présentez si vous voulez. Hein. Ça tourne. Ah, pour une fois, je vois un Ça entier. tourne. Et puis ça écrase. Et puis en fonction, c'est aussi en fonction de ça qu'on va faire. C'est en fonction des tamis. Des tamis. C'est la taille des trous des On tamis. voit, t'as le tamis. Tu vois, c'est des petits- Comme une comme passoire. des petits sabliers, tu vois. Comme une passoire. Comme des- tu vois, comme à la base, c'est un petit tamis comme ça. Comme quand on a les tapons, comment ça passe. En fonction de la taille des trous, on C'est ça. fait. Ah, la meule. Ah, là j'ai une trappe. Pour sortir les sacs. Oh, c'est pour sortir les sacs. Ton plan si tu veux. Ouais, ton modèle. Ton modèle, oh, regarde, voilà. Hop. Non, là, c'est qui va le percer. Et la machine là-bas copie le modèle. Ouais. C'est le genre de pièce qui c'est un peu délicat à faire quand il fait trop chaud parce que le problème c'est que les collages sèchent trop vite et ça fissure. Donc j'avais anticipé, sachant qu'il allait faire bien meilleur en niveau température aujourd'hui. J'ai anticipé, j'ai fait mes entonnoirs arrière et comme ça maintenant je peux poser mes anses, ça va pouvoir sécher tranquille et ça fissurera pas. Parce qu'il faut que ça sèche lentement. On peut réserver pour. Pour l'atelier? Mais bien sûr, oui. Je vais l'attraper. Ah, oh, bah, non. Comme ça, c'est pas le rêve le plus compliqué à exaucer. Donc, ça, c'est... Papa, je sais comment ça les faire, des fois on fait comme Merci, ça. bonne journée. Merci, au revoir. Alors, par contre, On peut faire ça. attention. Par contre, on ne travaille pas avec la machine. C'est ça On qui travaille va par t'offrir. modelage. D'accord? Parce qu'il est marqué. Ça veut dire Ouais. que C'est pas porcelaine. uniquement à la main. D'accord? Non, mais c'est important que tu le saches.
que tu penses pas qu'on travaille avec le Ah oui. avec la machine. À la chapelle. Vous voulez voir la chapelle? Allez, on va voir la chapelle. Après, on va au jardin. On va voir. On va prier, puis après, on va chercher à manger. Bonjour. Ils ont même les tableaux pour le chemin de croix. Bâtir sorte de secours. Ouais, c'est ce que je cherchais. Il est tout beau. Oui, il est beau. Il y a un loup, non? Vous avez fait avec ça. Là, devant. Ouais. Ça, c'est joli par contre. Avec tes gros petits buis là. Tu descends un petit truc, petit lac. Tu te mets là-bas ton petit banc là pour lire. Tu réfléchis à faire ça à la maison? Mais je suis en train de calculer au lieu de me chercher comme... C'est un potager fermé comme ça que je veux. Et puis pas le bien. T'as vu, c'est rigolo, la petite maison et tout, avec le vache qui est tendu. Si, il me plaît, mais le chien passe à travers et le chat aussi. Bon, ben, on verra pour l'instant. De la sauge aux clarée. Voilà. Sauge de la sauge. Ils sont restés à l'an 2000, ils ont un calendrier de l'an 2000. Ah. Bah, peut-être qu'à l'époque, ils le faisaient, oui. Tournesol. Je voulais en planter à la maison, j'en ai jamais fait. Oui. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Oui. Ah oui, ça fait des grandes tiges. Hein. Ils sont siamants. Là, ils sont morts. Oui, On peut plus les manger. la rhubarbe.
Ça sent bon. Tu crois qu'on peut visiter la maison? C'est du chou-fleur? Du chou. Non, du chou tout court. Et une tournesol qui fait 2 mètres de haut. Ouais. On fait des serpents de canoë, dis donc. C'est ça? Entrez. Ouais. Les aciers, c'est plus le cas. Ça dépend ce que le couturier choisit. Si on choisit bien ces nuances. Hein? Donc n'hésitez pas également à les manipuler, à les ouvrir, à les faire un petit peu dessus. Oui. Bonjour. C'est bien pour le visage ça. Ouais, mais je pense que tu peux tout faire avec le savon. C'est de bon. Alors là, c'est le tourteau de la matière sèche, donc on a 25 tonnes de pression. Ça, c'est le tourteau d'une presse hydraulique moderne avec 70 tonnes de pression. Et là, pour le coup, il n'y en a plus de l'huile dedans. Tout a été extrait. Ce qui est amusant avec ce tourteau-là, c'est que par contre, si vous le sentez, on sent très bien la partie torréfaction. Vous allez voir les arômes de pain grillé, un peu de cacao ou de café. Merci. Peut-être voulez-vous sentir du tourteau industriel. Allez, on va sortir. Ah, c'est plutôt agréable, ça sent le petit-déj. Entre le cacao, le pain grillé. C'est vrai, ouais. Ah oui, ça va, c'est son pain grillé. Ah oui, tout à fait. Et Allez, pain, sens du pain. Pain au sel ou pain à la noix, c'est presque ça. Vous n'aimez pas le pain, mademoiselle? Ah oui, ça sent pas bon. C'est comme du Alors, pain vous quittez. C'était bon. Donc, dans la région, on travaille avec une variété de noix pour faire de l'huile qui s'appelle la franquette. Rien à voir avec l'expression à la bonne franquette. Je vais faire préciser avant que la question ne me soit posée. Donc, on les récolte en octobre et de octobre à décembre, lors des veillées avec toute la famille, eh bien, on utilise ceci. Cet ustensile, c'est un maillet, mais dans la région, on appelle ça une tricotte. Alors c'est de forme arrondie pour casser les noix, pour la simple et bonne raison, c'est que si c'était plat, la surface de contact serait trop large et on risquerait de se taper les doigts. Donc on casse les noix, d'un côté on garde les coquilles pour allumer le cantou, notre cheminée, et de l'autre côté, les cerneaux, eh bien on va les passer d'abord à la meule,
pour obtenir une pâte. Cette pâte, ensuite, on va la torréfier entre 60 et 80 degrés pendant 2 heures. Le torréfacteur, le fond est en fonte et il y a une lame qui tourne en permanence pour éviter que ça ne brûle et pour bien répartir la chauffe. La pâte torréfiée, ensuite, eh bien, on va la mettre dans un linge pour filtrer un peu les impuretés. On referme le linge et pour bien répartir la force de presser de notre presse, eh bien, on utilise une grosse cale de bois. Cette cale de bois, on appelle ça un bonbon. Celui-ci paraît énorme, celle qui est dedans en fait est beaucoup plus grosse encore. Notre presse est de un plus grand volume. Alors, notre presse fonctionne comme une clé à cliquer. Donc la force ne s'exerce que dans un sens. Tant que faire se peut, généralement à 2 personnes, on va pousser pour extraire un maximum d'huile. Il faut savoir qu'un cerneau de noix, ça contient moitié matière grasse, moitié matière sèche. Donc 1 kg de cerneau de noix, ça contient un demi-litre d'huile. Quand ça devient trop dur, on le branche au tire-fort. On met 2 personnes plutôt solides de chaque côté. Enfin, une de chaque côté, 2 personnes en tout. Alors, je ne vais pas passer pour un mot normal. Et on va exercer une force au tir-fort. Avec le tir-fort, on arrive à une force de 25 tonnes de pression. Ces 25 tonnes de pression ne nous permettent d'extraire que la moitié de l'huile contenue dans les cerneaux. Donc nous, avec 1 kg de cerneau, on fait 250 centilitres d'huile. D'accord. Et dans la presse... Nous avons des visiteuses, voilà. Salut les copines. Allez, vous pouvez y aller. Alors les filles, à la marmite. Alors donc d'un côté on a notre huile, de l'autre côté la matière sèche qui nous reste dans la presse. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez marcher normalement. Ah d'accord. Allez faire un tour en Angleterre, les Monty Python ont un bureau spécialement pour les gens comme vous. Et donc de l'autre côté, on a une farine de noix qui est bonne à manger comme ça. On peut s'en servir sur la salade, on peut en faire du pain, en mélangeant évidemment avec de la farine classique. Cette farine-ci ne contenant pas du tout d'amidon. On peut en faire de la pâtisserie, de la bière, de la glace. Et à l'époque, par contre, ce qu'on en faisait, c'est qu'on réhumidifiait, on refaisait tout le circuit et on récupérait une huile qui n'était pas bonne à consommer, mais qui nous servait à nous éclairer à l'aide des calèles. Une huile épouvantable, même pour s'éclairer. Ah d'accord. Ça fume très noir, ça éclaire pas beaucoup et ça sent mauvais. Ça vous colore les plafonds en noir. Enfin, toutes les vieilles métairies, si vous regardez les plafonds sont noirs, c'est pas la cheminée. C'est à cause de l'huile. C'est à cause du calèle, la lampe à huile de noix. Et je vous invite, j'ai coupé un peu de pain de boulanger. Vous avez la pressée d'hier. Si vous voulez goûter l'huile de noix, vous allez voir, il n'y a aucune âpreté ou amertume. Je vais vous prendre un sachet de noix. Alors non, malheureusement, je ne peux pas les vendre parce que j'en ai plus que 2, ils sont en déco. Et ces 2, en plus de l'année passée, j'ai bien peur qu'il y en ait 3 sur 4 qui soient plus terribles. Très bien. Et comme je ne veux pas me faire des ennemis pour la vie. C'est pas bien. Non, je suis désolé, mais là, je ne vous conseille pas vraiment. Très bien. Merci, bonne Bonne journée. journée, mesdames. Ça va. Merci. De l'huile de noix. Au revoir. De l'huile de noix, mais sans amertume. Ça va, oui. Vous pensez plus fort. Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas amère. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Très bien. Alors, avec 25 tonnes de pression, on a ça comme tourteau, avec 70 tonnes. C'est celui-là. C'est celui-là. Et voilà, vous avez Très des bien. questions? Ben non, merci beaucoup. Parfait. Je savais pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui. Tu connais pas à l'envers? Si, on a à l'envers. Il y en a un. J'ai quelle heure? C'est ça. Si vous mettez un peu comme ça, messieurs, dames, vous aurez moins de fumée que là. Ah. Ah, mais c'est un gros souffleur, ça. On peut faire ça pour la cheminée. Bien, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la Forge du Bourlin.
Alors vous êtes dans une petite forge, certes elle n'est pas très grande, mais vous savez qu'elle ressemble énormément à toutes les forges qu'on pouvait trouver au siècle dernier. Dans tous nos beaux petits villages de France, vous aviez un forgeron. Et j'aime à dire que le forgeron, au siècle dernier, était très certainement l'artisan le plus sollicité. Parce qu'il n'était pas que forgeron, il était également maréchal ferrant. Et comme vous le savez, au siècle dernier, on n'avait pas de voiture, on n'avait que des chevaux. Et un cheval, ça coûtait particulièrement cher, donc on y faisait très très attention. C'est pour ça que tous les 2 mois et demi, 3 mois, grand maximum, eh bien on redescendait à la forge avec l'animal et là on faisait un bilan santé. On regardait sur tous ses pieds, s'il fallait le ferrer, le déferrer, parer les sabots, il y avait toujours quelque chose à y faire. Ça pouvait représenter à peu près un tiers de son travail. Après, le forgeron travaillait aussi beaucoup, énormément avec le monde paysan et agricole. Puisque pour travailler la terre et travailler les sols, il faut des outils en acier. Donc à l'époque, tous les outils pour travailler la terre étaient également fabriqués ici à la forge. Il travaillait aussi avec certains artisans, comme le fameux charron qui fabriquait les roues de charrette, le charpentier, le menuisier et l'ébéniste. Parce que ces 4 artisans, ils avaient tous un point en commun, c'est qu'ils travaillaient tous le bois. Et quand on travaille le bois, il faut des outils tranchants. Donc les ciseaux à bois, les lames de rabot, les clous, les pinces, les tenailles, les équerres, les marteaux, et j'en passe et j'en passe. Tout ça, c'est encore fabriqué ici. Donc il avait beaucoup de travail. C'est pour ça que le matin, quand il arrive, un de ses premiers boulots, c'est d'allumer sa forge, mais c'est surtout de la monter en température. À savoir qu'une forge correctement chauffée, le minimum pour pouvoir commencer à travailler, c'est entre 1450 et 1500 degrés. Alors pourquoi les températures aussi élevées? Mais c'est très simple. Parce que l'acier que va travailler le forgeron au siècle dernier, je précise bien au siècle dernier, à 99% c'est celui-ci. Et cet acier-là, il a un nom. Ça s'appelle du S235. C'est un acier complètement basique de construction qui existe encore aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est de piètre qualité comparé à ce qu'il était au siècle dernier. Parce qu'au siècle dernier, avec ça, le forgeron, il fabriquait les fers pour les chevaux, les outils pour les paysans, les outils pour les artisans. Il faisait du portail, de l'escalier, des vérandas, des pergolas, des garde-corps, et j'en passe et j'en passe. D'ailleurs, ce morceau d'acier, S235, c'est une personne très célèbre qui l'a inventé, et que vous connaissez forcément, puisqu'il nous a laissé des œuvres magnifiques, dont une très très haute. C'est M. Gustave Eiffel qui a inventé le S235, parce que la tour Eiffel est en S235. Mais attention, je veux préciser, en S235 du siècle dernier, parce que si aujourd'hui on s'amusait à la reconstruire avec le S235 version 2025, j'aime autant vous dire que la tour de Pise à côté, ça serait la rigolade. Alors ce morceau d'acier, bien sûr, comme tous les morceaux d'acier, il est très dur. Et pourquoi l'acier qui est dur? C'est aussi très simple. Parce qu'à l'intérieur de ce morceau d'acier, vous avez du minerai de fer, du manganèse, du silicium et du carbone. Et les atomes de carbone, quand ils sont froids comme maintenant, ils s'écrasent les uns contre les autres, et c'est ça qui va rendre l'acier très très dur. Et le but et l'objectif du forgeron, c'est de pouvoir dilater l'ensemble de ces atomes de carbone. Et la dilatation ne pourra intervenir qu'entre 950 et 1000 degrés, d'où la température de ma forge. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en 2025, et bien moi, forgeron, il est très facile de vous parler de température. Dans la mesure où on a la chance, et bien heureusement, d'avoir un peu d'électricité. Il me suffit simplement de brancher une sonde thermique, de la plonger dans le creuset, et là la température va s'afficher au degré près. Mais au siècle dernier, on n'avait pas d'électricité. Donc il a bien fallu trouver un procédé qui soit sûr, qui soit fiable et surtout pérenne. Alors on a réfléchi. On s'est posé des milliers de questions, on a surtout fait des milliers d'essais pour très rapidement se rendre à l'évidence qu'un petit morceau d'acier comme celui-ci, de 8 mm de diamètre, transmettait la chaleur de façon homogène à 3 ou 4 degrés près. Donc on s'est servi de ça. Parce que si ma forge est en température, je vais plonger ce morceau d'acier à l'intérieur. Et là, très rapidement, l'acier va commencer à changer de couleur. Et la première couleur que l'acier va adopter, c'est un rouge très très pâle. Et moi je sais par expérience que quand il est au sommet de cette couleur, on est à 350 degrés. Parce qu'aussitôt il bascule sur un rouge pommade, 430 degrés. Et là maintenant il va commencer son ascension. D'un rouge tout à fait normal, il va monter sur un rouge très très vif. Et là également au sommet de cette couleur, on sera à 880 degrés. Mais c'est pas fini, parce qu'il change encore de couleur, il va passer rouge cerise jusqu'à 950 degrés. Et là on va commencer maintenant à rentrer dans la zone de confort du forgeron, entre 950 et 1000 degrés. L'acier va être jaune translucide. Et je sais qu'à partir de là, l'intégralité des atomes de carbone sont parfaitement dilatés. Et si vous voulez l'acier à cette température, c'est un peu comme de la pâte à modeler. À la différence avec la pâte à modeler, moi je ne travaille pas avec les doigts. Je travaille avec mon marteau et mon enclume. Parce que pour arriver à des températures aussi élevées, eh bien je vais avoir besoin de charbon. Mais on ne va surtout pas utiliser de charbon de bois pour 2 raisons. La première, le charbon de bois, ça coûte cher. Et la deuxième, le charbon de bois, au niveau calorifère, au niveau chaleur, entre 600 et 650 degrés, c'est fini, c'est mort. Tandis que celui-ci, ça c'est du charbon de mine. On est allé chercher sous la terre dans les mines de charbon. C'est exactement le même qu'on pouvait utiliser sous une forme légèrement plus allongée qu'on injectait dans les locomotives à vapeur.
à la différence pour la forge, il est cassé comme ceci en petits cristaux. Parce que quand je tire sur le soufflet électrique, je vais comprimer de l'air dans le soufflet qui va descendre par le biais de ce tuyau pour arriver dans le creuset de la forge. Et dans la mesure où ce sont des petits cristaux, l'air elle va passer très rapidement à travers et surtout la forge va monter très rapidement en température. Alors je vous disais, messieurs, dames, que le forgeron fabriquait également des clous pour le monde de paysans et artisans. Eh bien, je vais vous en fabriquer un comme on les fabriquait au siècle dernier. Je vais monter rapidement en température entre 950 et 1000 degrés. Là, je vais l'étirer, le façonner, le trancher, le replonger pour faire la tête, fabriquer la tête et le coup sera fini. Alors ça peut paraître rapide, mais à l'époque, c'était déjà quand même un petit peu le coup. Mais avant de commencer, j'aimerais également vous faire un petit rappel historique et surtout très rapide des beaux clous que vous apercevez là sur mon bio de bois. Parce que si vous avez la chance, prochainement, d'aller visiter un village médiéval, peut-être qu'après ce que je vais vous dire sur les portes, il y a de grandes chances que vous le regardez différemment. Parce que quand on rentre dans un village médiéval, systématiquement, notre regard a tendance à se porter sur les portes, parce qu'il est vrai qu'elles sont cloutées d'une certaine façon. Mais ça, c'est surtout pas anodin, parce qu'il y a 6 siècles, 600 ans en arrière, dans notre belle France, malheureusement, il y avait beaucoup de guerres. Mais à l'époque, les armes à feu n'existaient pas. Mais ça existait déjà. Ceci. Voilà. Eh bien, moi, forgeron, quand je fabrique une hache comme celle-ci, avant de la mettre en service, je vais pratiquer sur elle ce qu'on appelle une trempe douce à l'huile. Parce que ça, c'est le genre d'outil qui, parfois, il va falloir raffûter. Soit avec une pierre, soit avec une lime. Par contre, quand je fabrique un clou comme celui-ci, ça, c'est une trempe sèche, où le choc thermique est le plus violent, où l'acier est le plus dur, aussi dur que le marteau et l'enclume. Ce qui veut dire que quand l'ennemi ou l'assaillant rentrait dans le village, et qu'il avait surtout la très mauvaise intention de casser une porte. Vu le dispositif des clous sur la porte, la lame de la hache est obligée d'en rencontrer un. Mais vu que ça, c'était une trempe douce à l'huile, et que là vous aviez une trempe sèche, très dure, mais aussitôt ça cassait le fil de la hache et elle ne coupait plus. Bon, après, mettez le feu. Ça, c'est une autre histoire. Allez, je vais vous fabriquer un clou. Alors, si je devais en fabriquer, ne serait-ce qu'une série de 60, bien, je prendrais l'apprenti que je mettrais directement au soufflet, mais au préalable, je vais découper 60 morceaux d'acier comme celui-ci, que je vais répartir dans tout le creuset de la forge. Et la personne qui va se trouver derrière au soufflet aura pour mission de monter en température entre 950 et 1000 degrés, mais surtout de rester parfaitement linéaire avec cette température. Moi, je vais me trouver ici. Je vais commencer à récupérer un morceau d'acier, je vais l'étirer, le façonner. À peine il refroidit, je le replonge et j'en prends un autre. En travaillant comme ça à deux, on arrivait à faire facilement, tout est relatif, on arrivait quand même à en faire 60 en 1 heure. On ne s'arrêtait pas une seule seconde. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut également savoir, messieurs, dames, c'est qu'au siècle dernier, il existait 2 sortes de forges. Là, vous êtes dans une forge, comme on appelait au siècle dernier, une forge sèche. Parce qu'au siècle dernier, on n'avait pas d'électricité. Mais ça n'empêchait nullement de pouvoir se servir de la force hydraulique. Alors imaginez que derrière ce mur, j'ai une rivière qui passe ou un cours d'eau. Je pourrais donc avoir à l'extérieur une roue en haut, avec un axe qui va rentrer dans ma forge, avec différentes poulies de différents diamètres et différentes courroies. Et à l'époque, j'aurais pu posséder le fameux marteau pilon. Et ça soulage énormément le travail du forgeron. Mais il n'y avait pas de l'eau partout. Donc il existait des forges sèches comme celle-ci. Dans une forge sèche, le marteau pilon, c'est tout simplement le marteau et le forgeron. Et là, c'est plus la même histoire. D'ailleurs, messieurs, dames, la forge dans laquelle vous vous trouvez actuellement existait déjà au siècle dernier. Par contre, elle n'était pas ici. Elle n'était pas ici, elle était dans un tout petit village qui se trouve à peu près à 12 ou 13 km d'ici, qui s'appelle le Coux. Elle a été démontée pierre par pierre et remontée ici. Tout comme le moulin à huile que vous avez bas. Le moulin à huile, lui, il arrive de Périgueux. La chapelle qui est légèrement en retrait derrière. Elle a été désacralisée du côté de Bergerac et remontée ici. Vous n'avez qu'un seul bâtiment qui n'est pas d'époque. C'est la grande halle que vous avez là au milieu. C'est assez contemporain, c'est assez tout vite. Sinon, tout le reste, ça a été démonté ailleurs, remonté ici par des artisans. Parce qu'il y a 34 ans, dans ce parc-là, c'était qu'un grand pré marécageux. Il n'y avait absolument rien du tout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 3 ans de ça, je fais une démonstration de forge, un peu comme aujourd'hui. Et quand j'ai eu fini, bien sûr, tout le monde s'en va. Et je me rends compte très rapidement qu'il restait une dame dans le coin. Donc moi, je vais m'affaire à ma forge pour la remonter en température. Puis au bout d'un moment, machinalement, je me retourne et je vois que la dame qui était dans le coin
avec les larmes aux yeux. Ça m'inquiète. Donc je me rapproche de la dame, je dis madame, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit monsieur, écoutez, je suis très très ému, parce que là je suis dans la forge de mon grand-père. Elle se rappelait, monsieur Soriot, avoir été chez elle avec un architecte à l'époque, pour prendre toutes les côtes et la remonter comme elle devait être. Et c'est elle qui m'a appris par la suite, elle me dit, vous voyez cette fenêtre? Et bien quand cette forge se trouvait chez moi au Cours, et bien derrière il y avait une toute petite cour. Et quand j'étais gamine, c'est là que je jouais avec mes poupées. Et le soir, quand je rentrais de l'école, j'arrivais en courant par cette porte. Et à votre place ici, c'était mon grand-père avec son grand béret. Et quand il était en train de forger, il me bloquait à l'entrée. Et cette dame est revenue le lendemain avec tous ses petits-enfants pour leur montrer la forge de leur arrière-grand-père. Un moment très particulier. Je pense qu'il est inutile de vous préciser que le métier de forgeron, c'est un métier très très agréable l'hiver, parfois l'été un peu moins. Comment vous savez la température? À la couleur de l'acier. C'est pour ça que toutes les forges que vous pourrez visiter en France, en Europe ou dans le monde, vous remarquerez qu'elles seront toujours sombres, mis à part que la Suisse sur le plafond, mais ça c'est inévitable. Parce que si je prends ma forge là, et que je m'en vais au centre de la cour, je ne verrai pas les couleurs et je ne pourrai pas me situer au niveau des températures. Tandis que là, il me suffit simplement de tirer sur mon morceau d'acier, et je sais exactement où j'en suis. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'acier, c'est un peu comme le lait sur le feu. Parce que vous mettez du lait dans une casserole, vous le posez sur la cuisinière. Si vous partez un peu trop loin, quand vous revenez, c'est la catastrophe. Bien, l'acier, c'est un peu pareil. Jusqu'à 1000 degrés, vous risquez absolument rien du tout. Mais à 1000 degrés, si je ne suis pas à côté pour pouvoir l'arracher, en l'espace de quelques secondes, il va faire 1100, 1200, voire 1500 degrés. Et quand je vais le retirer, il sera tout blanc. Et autour de cette blancheur, vous allez avoir des milliers d'étincelles. Et bien, ces étincelles, c'est tout simplement mon carbone qui s'évapore. Et si j'ai plus de carbone à l'intérieur de mon acier, ça ne sert à rien de provoquer un choc thermique pour le redurcir. Dans la mesure où il n'y a plus de carbone, l'acier va rester mou. Dans ce cas-là, ça part à la poubelle et on recommence. Là, on va bientôt arriver à la bonne température. Voilà. Alors là, sur le dard, on est entre 950 et 1000 degrés. Parce que je crois que dans une autre vie, j'étais batteur. Alors je vais vous expliquer. Ça, c'est un protocole que tout forgeron qui se respecte doit pratiquer. Vous allez comprendre. Je tape 3 fois sur la matière. Mais là, je ne tape pas à côté. J'ouvre la main pour 2 raisons. La première, ça soulage le poignet, le coude et l'épaule. Je vous ai dit que je pouvais en faire 60 en 1 heure. Mais pendant 1 heure, je ne m'arrête pas une seule seconde. Et si je ne fais pas ça, comme tout le monde, au bout de 10 minutes, je vais poser le marteau parce que je vais tétaniser. Tandis que là, tous les 3 coups, mon bras il respire. Je travaille en souplesse. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un forgeron ne doit jamais forcer.
On force qu'une seule fois, ça s'appelle l'arrachage du marteau. Mais après on se sert de l'inertie du marteau. Le marteau il remonte tout seul. Et plus il va être lourd, plus il va remonter. Parce que là c'est un petit marteau, il fait 2,5 kg. Mais je peux être amené à travailler avec du 5, du 8, du 10 et du 12 kg. Et plus il va être lourd, plus il va remonter. Le plus important pour le forgeron, c'est de poser son marteau au millimètre près où lui le souhaite. Ça c'est très 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 important. Voilà. Tu vas à l'école, jeune homme? Oui. Dans ton cartable, tu as peut-être des feuilles des fois pour dessiner. Oui. Tu as tes crayons en papier. Oui. Bien regarde, moi le matin quand j'arrive dans ma forge, ça c'est mon crayon à papier et ça c'est ma feuille à dessiner. Voilà. Alors moi je fais 3 coups de coups, mais vous allez tomber sur des forgerons qui font 3 coups, un coup, 3 coups, 3 coups. Ça dépend où on se sent le mieux. Voilà. Et vous allez tomber sur des forgerons qui ne le font pas du tout. Mais après ils le payent cher. Voilà. Donc vous savez, moi, le 2 août, ça fera 50 ans que je suis forgeron. Je suis à la retraite. Bien, je peux encore très bien me servir de ma main droite. Je connais des forgerons qui ont travaillé comme ils ont voulu toute leur vie, mais avec cette main droite, là, ils peuvent même plus tenir une cuillère. C'est pas opérable. Donc ça, c'est très 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 important. Comme là, je crois que c'est y aller de paiement. Et au départ, le fer, il vient d'où? Au départ, les tiges de fer au départ. eh bien, ça veut dire 1900. Oui. Vers 1900, vous savez qu'en France, on avait beaucoup d'acier. L'usine où on fabriquait l'acier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En France, on avait à l'époque très certainement le meilleur acier du monde. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus pratiquement plus d'acier. Weet je wat het maakt? Ik denk dat er een sticker maken. Alors je vous disais, messieurs, dames, que le forgeron était également dans les chats de ferron. Là, vous avez un panel de fer vraiment très intéressant. Comme celui-ci, par exemple. Ce fer-là, à l'origine, c'est un fer complètement traditionnel. Cependant, il y a un maréchal ferrant au siècle dernier qui s'est posé les bonnes questions. Parce qu'il est vrai qu'en France, on n'est pas tous égaux au niveau du climat. Parce que si on habite dans le sud de la France ou dans le nord, l'hiver, on a plus de chances d'avoir de la neige et de la glace. Aller sur la glace avec un cheval qui n'est pas équipé,
c'est faire prendre de gros risques à l'animal. Donc il a une excellente idée. Sur un fer complètement traditionnel, il a percé 4 trous. Et ces trous-là, surtout, il les a taraudés, il n'a fait un pas de vis. Et bien tout simplement pour pouvoir y loger des crampons, comme des crampons de football. Avant d'arriver sur l'obstacle, on vissait ça au pied du cheval, on dépassait l'obstacle, on redévissait, on mettait ça dans la poche, on continuait à travailler avec un fer complètement traditionnel. Vous avez celui-ci avec des petits ergots là. Je ne sais pas si vous les apercevez, au fond ça m'étonnerait. Là il y a des tout petits ergots. Alors dites-vous bien que là ils sont petits pour une simple et bonne raison. Parce que là ils sont usés. Parce que ça neuf à l'époque, ça pouvait aller jusqu'à 5 cm. Ce qui est énorme. Et c'était uniquement pour les pattes arrière, que les pattes arrière. Des gros percherons, vous savez les chevaux de trait. Parce que quand les bûcherons coupaient les arbres en forêt, après il y a une mission qui consiste à débarder. On va chercher les troncs, on les redescend sur la piste. Mais vous le savez aussi bien que moi que parfois, le relief des forêts françaises est très pentu. Et pour éviter que le cheval ne glisse ou soit emporté dans la pente, grâce au gros crampon qu'il avait aux pattes arrière, il arrivait à se stabiliser, voire s'arrêter. Celui-ci qui est très curieux aussi. Bien celui-ci, il existe encore aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il n'est plus en acier. Aujourd'hui, il est en carbone, en caoutchouc ou en composite. Mais ça, à l'époque, c'était tout simplement un fer orthopédique pour attraper l'assiette du cheval. Alors ça fonctionnait très très bien. Mais il avait un gros défaut quand même. Le défaut qu'il avait, c'est qu'il coûtait très très cher. Et malheureusement, à cette époque-là, beaucoup de petits paysans, les pauvres, bien, n'avaient pas les moyens de se l'offrir. On n'avait pas le droit de laisser repartir un cheval qui avait des problèmes articulaires, parce que très rapidement, ça peut devenir irréversible. Donc il a fallu trouver une solution rapide. Eh bien, on l'a trouvé. Parce qu'en France, on avait la chance à cette époque-là d'avoir beaucoup d'artisans qui travaillaient le cuir. On allait voir ces gens-là. On récupérait toutes leurs chutes de cuir. On les retaillait à la forme du sabot. On les logeait entre le fer et le sabot. On mettait l'épaisseur nécessaire pour attraper l'assiette du cheval. Et au résultat, ça coûtait 0 centime. Il y a celui-ci qui est très curieux aussi. Alors ça s'appelle tout simplement un fer à bride. Et ça a été inventé pendant la Première Guerre mondiale. La guerre de 14-18. Parce qu'à l'époque, les chevaux de l'armée française tiraient tout le matériel militaire sur nos routes. À savoir quand même que le domaine routier français à l'époque, à 99%, c'était des pavés. Et les fers et les pavés, ça a rarement fait bon ménage. Parce qu'à force d'être en porte-à-faux, certains chevaux étaient amenés à déchausser. Mais comme c'était la guerre, on n'avait pas le temps de s'arrêter pour allumer une forge, sortir une enclume, se mettre sur le bas-côté de la route et commencer à gérer le problème. Il fallait trouver une solution rapide. Eh bien, la solution rapide, c'est celle-ci. Parce qu'il existait différentes tailles. Et quand on avait la bonne taille pour le pied de son cheval, en quelques secondes, on lui rebridait le pied. Cela permettait de reprendre la progression, d'aller jusqu'au bivouac. Et le soir au bivouac, vous avez toujours un ou plusieurs maréchals ferrants présents pour soigner les animaux. Et ça aussi, c'est très curieux. Regardez. Alors ça, j'aime à le dire parce que c'est un Français qui l'a inventé. Quand un Français invente quelque chose, il faut savoir le dire. Mais malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est bien dommage parce que c'était pas stupide. Parce qu'avec un mouvement de rotation comme celui-ci, bien, j'ai plus besoin de ma forge pour ferrer mon cheval. Parce que ma forge va me servir principalement à chauffer mon fer pour prendre l'empreinte, à l'ouvrir et à le fermer. Et là, c'est pas nécessaire, ça se mettait en place tout seul. Le problème de ce fer-là, c'est ce que j'ai pu vous dire précédemment. Encore à cause des pavés. Parce que le point sensible, c'est le rivet qu'ils avaient mis ici. Ce rivet-là, sur quelques kilomètres, il a explosé. Donc cette invention n'a jamais fonctionné. Et dans un autre registre, messieurs, dames, qui peut me dire à quel animal appartiennent ces fers? Les bœufs. Exactement, les vaches et les bœufs. Parce que c'est un onglet, on est bien d'accord. Donc on écartait l'onglet, on glissait ça à l'intérieur et on cloutait de chaque côté. Alors il faut savoir quand même qu'on en retrouve beaucoup aujourd'hui. Surtout les gens qui font de la détection métallique. Parce que il faut savoir que la densité de la corne d'un bœuf ou d'une vache, c'est pas celle d'un cheval. C'est beaucoup plus tendre. Et de surcroît, un bœuf, c'est quand même costaud. Et quand il pose sa grosse patte par terre, ça engendre ce genre de mouvement, comme ceci. Mais ça, répété quelques milliers de fois, ça déchaussait les coups sur le côté, il les perdait très très vite. Alors voilà, messieurs, dames, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le rôle du forgeron au siècle dernier. Je vous souhaite surtout une excellente visite du Bourna. Et si jamais dans la journée vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à revenir me voir.
Et après, la balle elle ressort en plus. Et cette étape-là, on peut l'appeler l'après-personnage. Il est profond le four. Et les grands, les fours. Oui, ça a un non, c'est ça, putain. Ça sent très bon. Ça sent le vinaigre. Ah non, c'est la pâte qui est là. C'est une autre marque, ouais, voilà. C'est une race, ça s'appelle. Oui. Pardon. Ah, il est là-bas, aussi. Allez à l'école. Allez de l'autre côté, là. Chacun son côté. Ah, c'est pas marqué. Ah, ça, je ne savais pas, ça marque pas même. C'est une école primaire? La maternelle, la primaire. Avec le préau. C'est totalement ça. Oui, bon, on avait un poil au milieu, nous. Il était au milieu, là. Il n'était pas dans le coin. Moi j'ai la kyphose et la lordose. Parce que la kyphose c'est quand c'est comme ça, et moi c'est ça les épaules, et la lordose c'est mon creux dans le dos. Je sais pas ce que c'est. Mais moi j'ai ce que je veux. Mais c'est ça écrire à la fin. Ouais, mais bon, c'est la même chose. Je vais m'asseoir, je suis une élève modèle. Vas-y, C'est pas la ma chérie. peine de mettre ton truc ici. Hein. Ah, mais c'était une école primaire. Ah bah. C'est trop grande, là. Bah, pourtant c'est à ma taille, hein. De toute façon, c'est pas trop gentil, hein. Non, c'est dessous. Oui, mais là il s'ouvrit. Non, pas. Je suis pas sûr parce que tu as des. T'as rien pour mettre au fond. T'as rien. Lui, il s'ouvre, je crois. Ah, mais c'est qu'ils les ont peut-être ils les ont peut-être cloués, non? Bah si, regarde, il a des charnières, lui, là-bas. Mais oui, oui. Lui là-bas. Attends, fais voir. Parce que moi, ils sont juste tranchés. Mais ça va pas, mais ils disent la boule jaune, mais. Il y a plus de rouge. Jouez en premier la boule rouge. C'est ce que je vais faire. Seul placé dans les 100 gagne silo. Allez, vas-y, Maëlie. Ouais, je pense, ouais. Non, parce qu'elle passe dessus, elle pourrait... Tiens, allez.
entre toute une nouvelle attraction. Pour la première fois au monde, au Bourdin, le cinématographe. Les images animées d'un réalisme époustouflant. Approchez, venez découvrir le plus grand Eh ben, soit il est par terre. Mais il y a l'homme le plus petit du monde quelque part, mais je sais pas où. Il est pas dans sa maison. Y'a quoi à côté alors? On s'en souvient, cette sombre histoire avait jeté sur les Bourdinaises et Bourdinais stupeur et effroi. Mais grâce à la célérité de M. Trou, ainsi que le concours et l'assistance de la gendarmerie nationale, le faux vampire, qui n'était autre qu'un sinistre brigand bien connu des services de police et répondant au nom de Bruno Villain, fut démasqué après Alors les dindons, ça va pas dans l'eau. Je sens bon, moi. Écoutez. Faut pas qu'ils croient que je pue. Non, mais c'est vrai, C'est les pas sur canards. le pont, ça sent. Bah c'est la mare à force. On entend le bruit. Non mais on l'aime bien. Hein. Nina, c'est un très joli nom en plus. Elle s'appelait Nina et le monsieur Bouguet. Oui, oui, là, si tu veux, Une demi-fille à ta carte. Pourquoi? Pour ça aussi, vous pouvez aller au milieu.
suis juste venue faire une photo. D'accord. Après, t'as un tour de barque où du coup tu fais le tour de. Oui, il est là. Il y a du monde, tout le monde fait la queue. Moche. Par le t'acheter. Est-ce qu'ils ont des animaux d'antan? Genre un petit gradin de sable, c'est ça? Et les oies, elles sont même parquées, les oies. Bien les laisser. Ah, purée. Elles veulent ressortir, se promener. Oh mais, oh il y a des papillons, enfin des lapins papillons. Je vais amener Gérald. Ah oui. Ils sont énormes les trucs. Oui.